Chapitre 6. Fresnes. Quelques jours auparavant, le 7 mars 2018, une troisième plainte avait été déposée par Madame Mounia Rabouge. Son témoignage, plus d'un mois après mon incarcération, ressemblait sans surprise à ceux des deux premières plaignantes. Il s'agissait donc d'indices concordants supplémentaires, censés confirmer les accusations de mesdames Enda Ayari et Paul Emma Aline. Les versions respectives de ces dernières, je l'ai dit, avaient elles-mêmes considérablement évolué pour finir par se ressembler. Les médias reprirent de plus belle leur couverture à charge. Tout semblait concorder et prouver ma culpabilité. Il était donc logique et juste que je sois en prison en attendant ma future condamnation. C'est à ce moment que ma fille entre en contact avec maître Emmanuel Marcini, pour lui demander de collaborer avec maître Yacine Bouzrou. Il en accepte le principe et m'écrit en prison. Je l'ai ajouté à ma liste d'avocats et avant même de voir ma femme et ma fille le 16 mars, il est venu me rendre visite à l'UHSI. Rencontre importante pour moi. J'ai tout de suite apprécié l'homme, son humanité, son intelligence et la clarté de son approche. Contrairement à maître Bouzrou, il pense qu'il faut faire entendre une voix dans les médias. Ou, dit-il, mon procès se déroule effectivement, alors qu'on y raconte absolument n'importe quoi, sans avoir accès au dossier. Constatant que le tribunal médiatique s'autorise à me condamner sur la base de fausses informations, maître Marcini demanda immédiatement au procureur de la République d'intervenir, comme ce dernier en a le droit, afin de rétablir la vérité. Devant le refus du parquet, il lui apparaît urgent de faire entendre la voix de la défense dans les médias et surtout de rectifier les faits. C'est ainsi que, le 15 mars 2018, dans l'émission C'est à vous, il saisit l'occasion de dire, avec calme et clarté, que le dossier est vide, que les témoignages des plaignantes sont invraisemblables et qu'elles n'ont cessé de mentir. C'est la première fois que le point de vue de ma défense se fait entendre. Beaucoup comprennent alors que ma culpabilité n'est pas si évidente et qu'il convient au moins de s'interroger sur les raisons de l'acharnement dont je suis l'objet. Le lendemain, ma femme et ma fille me font part de leur soulagement. Non seulement la prestation de maître Emmanuel Marcini a été unanimement saluée, mais Iman et Mariam relèvent surtout que les relations avec ce dernier sont humaines, empreintes d'attention et d'écoute. Elles se sentent enfin entendues, comprises et accompagnées, ce qui est essentiel. Avec maître Bouzrou, m'informe-t-elle, les choses ne sont jusqu'alors très mal passées. Se sont jusqu'alors très mal passées. Elle n'avait eu connaissance d'aucun des messages personnels que je lui avais demandé de leur transmettre pour les rassurer. Il eut des tensions dès leur première rencontre. Maître Bouzrou était resté très vague sur ses relations avec ma famille et n'avait jamais clairement parlé de la nature de ces rapports très tendus. J'étais estomaquée. Moi qui pensais que mon conseil accompagnait ma famille dans cette épreuve de façon attentive et humaine, il avait été jusqu'alors mon seul contact avec le monde. Il était désormais plus sage et raisonnable de mettre un terme à notre collaboration. J'en informais maître Bouzrou qui, par ailleurs, semblait quelque peu s'y attendre. Avec maître Emmanuel Marcini et sa collègue maître Valéria Sepois, je pris conscience que la valeur d'un avocat ne se mesure pas uniquement à sa façon d'organiser une défense, mais aussi et surtout à son attention aux relations interpersonnelles et à la qualité de son accompagnement humain.
Quelques jours plus tard, le 22 mars, j'étais transférée à l'établissement public national de santé de Fresnes, le PNSF. La sclérose en plaques était enfin officiellement reconnue, à l'exception de 2 futurs séjours à l'UHSI, relatifs au suivi neurologique et à des examens médicaux plus conséquents, IRM, potentiel évoqué, etc. J'allais rester dans cette unité carcérale jusqu'à ma libération le 16 novembre 2018. Dans l'ensemble, le traitement médical que j'y ai reçu était le plus souvent respectueux, même si cette unité hospitalière n'était pas équipée comme il se devait pour prendre en charge une sclérose en plaques. Les médecins et le personnel soignant composaient avec mes douleurs et s'efforçaient de les contenir. Je continuais à prendre une douzaine de médicaments par jour. 2 à 3 séances de kinésithérapie par semaine en moyenne étaient les rares moments où je sortais de ma cellule. En dehors des parloirs et des visites de mes avocats, ce furent les seules occasions où je pus communiquer un peu et échanger des idées sur divers sujets. Là encore, j'étais isolée. Les surveillants m'appelaient soit Ramadan, soit l'isolé médiatique, en vertu de quoi je ne devais croiser aucun autre détenu dans les couloirs, les ascenseurs ou le local des téléphones, ce qui rendait mes déplacements particulièrement compliqués, contraignants et pénibles pour les surveillants. Raison pour laquelle il fut décidé d'apporter la cabine téléphonique mobile dans ma cellule 1 ou 2 fois par jour. Petite note, quand elle fonctionnait. Le matériel et le système d'appel à la disposition des détenus sont totalement obsolètes, insuffisants, compliqués, très onéreux et souvent hors service. En Europe, la France se distingue par la vétusté de ses installations et son manque d'égard à l'endroit de ses détenus. Les rapports qui la critiquent au niveau européen, voire la condamnent, sont innombrables. Fin de la note. J'avais droit à une promenade quotidienne, d'1 heure maximum, dans une cour déprimante, qui devait être libérée pour que je m'y retrouve seule. Je ne m'y suis rendue que 4 ou 5 fois. Ma santé continuait à décliner. Je me déplaçais en chaise roulante, qu'un surveillant poussait, ou que j'utilisais en guise de déambulateur pour ne pas tomber. Petite note. Les surveillants n'y étaient pas obligés. Certains ont refusé. Parfois, un gradé acceptait de le faire par générosité. Sinon, je devais me débrouiller seule. Fin de la note. Mes crampes étaient de plus en plus fréquentes et douloureuses. Les fourmillements gagnaient en surface et en intensité. Mes 2 jambes jusqu'à la taille, mes 2 bras et une bande à hauteur de ma poitrine étaient désormais continuellement ankylosés. Les contractions de mes cuisses me faisaient affreusement souffrir et avaient atteint ma main droite. Je n'arrivais plus à écrire. À cela s'ajoutaient les maux de tête qui n'avaient jamais cessé. J'avais des trous de mémoire. J'oubliais les mots et les expressions les plus communs. Je bloquais sur certaines lettres en récitant l'alphabet. À 3 reprises, je suis tombée dans les couloirs de l'EPNSF alors que j'allais ou revenais de la douche. Tout l'espace des couloirs devait être libéré pour que je puisse m'y rendre. Une fois la voie ouverte, les surveillants me laissaient aller, sans toujours se soucier de mes difficultés à me mouvoir. Un jour, il a fallu plus de 15 minutes à l'infirmière pour se rendre compte que j'étais tombée et que je gisais au sol. Les parasthésies aux jambes devinrent dysesthésies. Je ne distinguais plus l'eau tiède de l'eau brûlante. Et j'éprouvais une sensation de brûlure si l'on me touchait au-dessous des genoux. Mon estomac et mes intestins étaient gonflés et bloqués. Ma digestion dysfonctionnait et j'étais devenue incontinent. Mon état s'aggravait. Je me sentais pris au piège, tant de la maladie que de la prison. Les questions se cognaient dans ma tête. Jamais depuis 4 ans qu'une CEP, sclérose en plaques, m'avait été diagnostiquée, je n'avais fait l'expérience d'une quelconque réversibilité. Depuis le début,
tous les symptômes étaient restés en l'état ou avaient lentement augmenté. Allais-je remarcher un jour ? Qu'allait devenir mon corps qui ne cessait de maigrir ? J'avais perdu 11 kilos, tandis que décuplaient fourmillements et spasmes. J'ai parfois pleuré en pensant à mon état de santé et au fait que j'allais sans doute rester handicapée à vie à cause d'une injustice manifeste. Quand j'arrivais au parloir pour rencontrer ma famille ou mes avocats, je voyais dans leurs regards le choc et la tristesse. Ils craignaient de laisser entrevoir leur stupeur et de m'affecter davantage. Ces visites étaient toujours particulières, avec leur lot de joie et de peine. En arrivant par le couloir, je pouvais distinguer les visages de ma femme et de mes enfants à travers le petit hublot de la porte. Ils m'attendaient et observaient mon arrivée. Nous étions bien sûr heureux de nous revoir. Ils tâchaient de faire bonne figure, même si j'étais parfois très diminuée, à peine capable de me mouvoir. Certains parloirs étaient vraiment pénibles, pour eux comme pour moi. J'avais d'intenses maux de tête. Je n'arrivais plus à me concentrer, ni même à parler normalement. Je devais parfois leur demander de tirer mes jambes à cause des crampes. J'étais en souffrance et n'avais pas la force de les réconforter, ni de les rassurer sur mon état. J'ai parfois perdu pied à l'idée que jamais, entre la maladie et la prison, je ne m'en sortirais indemne. J'étais malade, diminué, désormais impotent et infirme. J'avais mal. J'étais mal. Ma femme et ma fille sont venues me voir 3 fois par semaine. Si exceptionnellement l'une devait s'absenter, ou les deux, elles prenaient soin que je reçoive la visite d'autres membres de la famille, à chacun de mes parloirs. Quand la visite était terminée, je devais repartir par ce même couloir, et je tournais systématiquement la tête pour voir une dernière fois leur visage. Elles retenaient souvent leurs larmes, mais c'était parfois plus fort qu'elles. Ces larmes traduisaient leur impuissance et leur tristesse de me laisser en prison, qui plus est dans un tel état. Je ne crois pas que nous oublierons un jour ces derniers regards qui mêlaient indescriptiblement l'amour à la souffrance, l'espoir à l'impuissance. Depuis la garde à vue, les juges m'avaient tout refusé de façon méticuleuse et systématique. C'était une constante depuis le début de l'instruction. Mon courrier était très important selon le vaguemestre de Fresnes. Il lui parvenait d'abord, puis il était envoyé au juge et ne me revenait que parcimonieusement. Il s'est même totalement évaporé pendant 3 mois, entre mars et mai 2018, puis de nouveau pendant 2 mois, durant l'été. Je m'en suis souvent plaint, mais personne ne savait pourquoi ni où s'égarait mon courrier. Cette énigme n'a jamais été résolue. Des centaines de lettres ont ainsi disparu, sans plus de respect pour les expéditeurs qui avaient pris la peine de m'écrire que pour le destinataire. À qui ces missives faisaient du bien. Maître Emmanuel Marcini et son efficace et aimable collaboratrice, Maître Valéria Sepois, qui avait repris mon affaire sur le tard, étaient obligés de me rendre visite régulièrement pour que nous étudions ensemble mon dossier, puisque son accès direct m'avait été refusé. N'en ayant ni copie ni connaissance, je ne pouvais les étudier de façon approfondie et devais me contenter de les parcourir rapidement lors de la visite de mes avocats, souvent réduits à m'en faire le résumé. Que craignaient donc les juges en m'empêchant d'avoir ainsi accès à mon dossier ? Que je reconnaisse des accusateurs ou des témoins, comme on le laissa entendre, ou que je sois mieux au fait de son contenu et donc mieux armée pour me défendre ? Maître Marcini, observant la dégradation de mon état de santé, demanda une nouvelle expertise médicale.
Tout montrait que cette unité hospitalière carcérale, même si son personnel œuvrait au mieux de ses capacités, n'était pas adaptée pour une prise en charge complète de ma maladie. La presse et les réseaux sociaux avaient relayé les remarques en ce sens de mon avocat et de mon comité de soutien. La première réaction du directeur de l'EPNSF, M. Olivier Rayon, fut froide et administrative. Il me convoqua et m'informa que l'hôpital faisait de son mieux pour me dispenser les soins dont j'avais besoin. Je recevais néanmoins trop de visites, celles de mes avocats, de ma famille et de ses conseillers diplomatiques. Petite note. Un conseiller de l'ambassade de Suisse m'avait rendu visite à cette période pour s'enquérir de mon état, qu'il jugea choquant et inquiétant. Je ne recevrai au total que 2 visites des autorités diplomatiques suisses. Fin de la note. Une séance de kinésithérapie avait dû être annulée, m'indiqua-t-il, pour me permettre de recevoir la visite de mon avocat ou du représentant de l'ambassade de Suisse. Je n'étais pas au courant de cette séance de kinésithérapie, puisqu'un détenu ne doit jamais savoir, à quelque exception près, quand ont lieu ses déplacements, à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments. Il m'appartenait de choisir entre ma famille, mes avocats, les visites et les soins, me signifia M. Rayon, un tant soit peu excédé. Désormais, toute annulation de séance serait considérée comme un refus de soins. Petite note. Ce que relèvent de nombreux médecins, et notamment le docteur Véronique Vasseur, ancien médecin-chef de la prison de la Santé, selon qui, de façon générale, la sclérose en plaques est incompatible avec la détention. Voir son interview en ligne sur le site Mediabasque. Fin de la note. Je n'en croyais pas mes oreilles. Comment pouvait-on demander à quelqu'un, qui plus est à l'isolement total, de choisir entre les visites de sa famille, celles de son avocat, de ses avocats, et les soins? Comment, par ailleurs, pouvait-on laisser entendre que je refusais les 10 soins si je n'étais informée ni de leur organisation ni de leur horaire? Enfin, comment les juges pouvaient-ils me refuser l'accès à mon dossier et dans le même temps, l'hôpital me reprochait de prendre du temps pour l'étudier avec mes conseils? Mon premier entretien avec M. Rayon, en présence du lieutenant Frédéric Dignan, avait bien mal commencé. Toutefois, les choses s'améliorèrent au cours de la discussion. Je leur précisais que je ne remettais pas en cause l'institution. Je relevais simplement que les médecins et le personnel soignant, au mieux de leurs intentions et de leurs capacités, ne pouvaient accompagner comme il se devait un malade atteint d'une CEP qui s'aggravait. Médecins et infirmières le reconnaissaient eux-mêmes. C'était un fait et un constat, non une critique concernant un manquement ou une quelconque maltraitance. Par ailleurs, les heures fixes des parloirs famille étaient connues. Il suffisait d'un peu de bonne volonté pour organiser mes soins et éviter ainsi les conflits d'agenda. Je n'en étais pas responsable. Le lieutenant Dignan s'engagea à ce que les choses soient gérées de façon plus cohérente. Ce fut effectivement le cas après cette première rencontre. Je me suis retrouvée à 3 reprises dans le bureau de M. Olivier Rayon, toujours en présence du lieutenant Frédéric Dignan. Chaque fois, j'ai rencontré 2 hommes respectueux, sérieux et attentifs. Ils n'acceptaient ni privilèges ni discrimination et entendaient qu'il en soit ainsi du sommet de la hiérarchie jusqu'à son échelon le plus bas. C'était à leur honneur, même si leurs exigences n'étaient pas toujours suivies des faits au quotidien, à cause de l'attitude de certains surveillants gradés et membres du personnel hospitalier. À chacune de nos rencontres, M. Rayon insistait sur l'usage adéquat de la terminologie. Je n'étais pas à l'isolement et punie, mais isolée pour mon bien,
afin de me protéger des autres détenus ou de potentielles agressions. Au-delà de cette nuance sémantique, lui répétais-je invariablement, cela ne changeait rien à mon quotidien ni à mon vécu. J'étais bel et bien enfermée, 22 à 23 heures sur 24, chaque jour, contre mon gré, sans voir ni parler à personne. Isolée ou à l'isolement, j'étais objectivement seule. Et la nature de ma maladie transformait cette situation en une torture quotidienne, dont la douceur du vocabulaire ne me protégeait pas. Mes relations avec les médecins furent le plus souvent cordiales, comme avec le docteur Christophe Pourchet et le docteur Anne Duliust. Petite note, j'ai pu lire son livre sur l'accompagnement de fin de vie en prison, qui fait entendre une voix critique sur l'inhumanité des traitements en milieu carcéral et qu'il faut saluer. Fin de la note. Qui m'ont suivi avec gentillesse et professionnalisme à l'EPNSF. Comme je n'étais pas dans un service spécialisé, et afin de m'assurer du bon suivi de mon traitement, j'ai demandé à mon frère neurochirurgien de prendre langue avec le neurologue qui m'avait suivi à Genève, le docteur Michel Goumaz. Petite note, docteur Michel Goumaz m'a accompagné de loin, puis après ma sortie de prison, avec professionnalisme et humanité. Ma reconnaissance est profonde. Fin de la note. Ce dernier lui transmettait ses recommandations et j'en informais à mon tour les médecins de l'EPNSF, qui les suivaient. Les surveillants, les infirmiers et les aides-soignants étaient quant à eux très prudents pour la plupart. On les avait avertis, me dira-t-on plus tard, qu'ils ne devaient pas me parler, que j'étais très fort et malin, que j'allais m'efforcer de leur soutirer des informations, voire de les manipuler. Certains surveillants, de ce fait, m'étaient ouvertement hostiles, de même que certains membres du personnel hospitalier. La plupart du temps, ces derniers faisaient leur travail avec sérieux et humanité. Il est pourtant arrivé que je doive me plaindre d'erreurs graves et répétées dans le suivi de mes prescriptions. Les dosages n'étaient pas toujours respectés par les infirmières et certains médicaments très forts m'étaient donnés soit à double dose, soit pas du tout, m'obligeant à tout vérifier scrupuleusement. Je fus également changée de service, passant de la médecine de la douleur à la médecine générale, où je n'avais pourtant pas ma place. Quelques infirmières me le firent comprendre et sentir, en ne respectant pas les horaires auxquels elles devaient me remettre les poches chaudes destinées à atténuer mes crampes et à éviter mes chutes. Petite note. J'avais déjà dû me rebeller contre une décision de renvoi à la prison de Fleury-Mérogis. Un matin, au mois de mai 2018, le docteur Tarlevé est venu m'informer que j'allais retourner à Fleury-Mérogis l'après-midi même, puisque l'hôpital avait fait tout ce qu'il était possible de faire dans mon cas. Comment était-ce possible ? J'ai exprimé mon refus en répétant que c'était scandaleux. On me renvoyait en prison où je n'aurais ni soins, ni kinésithérapie, alors que mon état se dégradait à l'hôpital même où les soins n'étaient déjà pas appropriés. Que voulait-on ? Que je ne m'en sorte pas ? Me détruire ? J'ai rappelé que mon avocat avait fait une démarche pour que soit reconnu le fait que l'hôpital ne convenait pas à ma maladie. Face à ma réaction et à mes arguments, il fut décidé que mon transfert serait reporté. Je suis restée des jours et des semaines comme traumatisée par cette annonce inattendue, toujours à l'affût de mon possible renvoi en prison. L'augmentation de mon stress accompagnait ma perte de confiance vis-à-vis du personnel médical. C'était bien le pire des états psychologiques pour gérer ma sclérose en plaques. Fin de la note. Lors de mon second transfert au tribunal, j'ai refusé d'entrer dans l'ambulance. L'infirmière ne voulait pas me donner mon médicament, au prétexte qu'elle se souvenait de me l'avoir déjà remis. Je maintenais le contraire, ajoutant que je n'avais aucun intérêt à réclamer une double dose. Ce médicament manquait déjà lors de mon précédent transfert, si bien que j'avais fini allongée sur le sol de la cellule du tribunal pendant près de 2 heures. J'ai dû écrire à la direction pour signaler ces graves erreurs dans le suivi des traitements, les dosages et le respect des protocoles, cruciaux dans mon cas. Une responsable est intervenue et les choses
sont quelque peu rentrés dans l'ordre, mais il m'a fallu rester vigilant jusqu'au dernier jour. Tout le personnel soignant n'agissait pas aussi négligemment. Certaines infirmières, très professionnelles, manifestaient un grand respect vis-à-vis des patients détenus. Un simple mot, une attention pouvait littéralement tout changer dans mon rapport à la situation en général et à la maladie en particulier. Malade et isolé, mon esprit se focalisait sur mes douleurs, ainsi que sur les rares relations humaines qu'il m'était donné de vivre. J'avais souvent tendance, sans surprise, à surinterpréter ou à surréagir. Je n'oublierai pas le comportement exemplaire de Lily, André, Rania, Chibène et tant d'autres dont je n'ai jamais su le prénom. Petite note. Pour des raisons de sécurité évidentes, les noms de famille des aides-soignantes et des infirmières sont inconnus des détenus. Fin de la note. Leur humanité m'a beaucoup aidé à traverser la double épreuve de l'incarcération et de la maladie. Mes séances de kinésithérapie avec Laurence furent des moments importants et décisifs. Nous avions le temps, pendant les exercices, de discuter de lecture, de philosophie ou de politique. Jamais elle n'acceptait que je baisse les bras ou que je me plaigne. Je devais marcher, faire des exercices, recommencer, sans fin et cesser de geindre. Elle m'a transmis de la force. Même si elle ne s'en est pas toujours rendue compte, je lui en sais gré. Les surveillants me surveillaient, comme ils se surveillaient les uns les autres. J'étais parfois seule avec l'un d'eux, et lorsqu'ils étaient deux, j'observais leur changement de comportement, parfois avec amusement. Lorsqu'ils m'escortaient à plusieurs, personne ne parlait, ou seulement pour formuler des ordres avec froideur et autorité. Seul avec moi dans un couloir ou un ascenseur, tel surveillant pouvait se laisser aller, se montrer plus humain, voire exprimer son opinion sur mon affaire, ou même plaisanter. Mais son comportement changeait aussitôt et du tout au tout s'il venait à croiser un collègue, un gradé ou un membre du personnel soignant. Tout se passait comme si, dans cette prison, tout le monde surveillait tout le monde. C'était d'autant plus vrai avec un détenu sensible, tel que moi. Au fil des semaines, on repère aisément les surveillants les moins obtus, les moins limités ou appétits par la déshumanisation de l'emploi. On distingue entre ceux qui réfléchissent un peu, ceux qui en ont perdu l'habitude ou ceux qui simplement n'en ont pas les moyens. On identifie même ceux qui ont du cœur ou le sens de l'humour et ceux qui n'ont le sens de rien du tout. Un jour, 2 surveillants m'escortent au local des téléphones car la cabine mobile est en panne, comme si souvent. Nous restons longtemps devant l'ascenseur à attendre que celui-ci s'arrête, vide, à notre étage. L'un des surveillants, plutôt aimable d'habitude, sort alors de ses gonds et lance à haute voix « C'est trop compliqué avec l'isolé médiatique, on s'en sort pas, faut attendre des heures. » « Donnez-moi un portable, lui dis-je avec un sourire, et sur le ton de la plaisanterie. Ce sera plus simple, vous n'aurez plus besoin de me déplacer. Ramadan, c'est une tentative de corruption, ça, me répondit-il en souriant. Notre échange de sourires ne laisse aucun doute sur le caractère humoristique de la scène. 2 semaines plus tard, cependant, mon avocat m'informe qu'une note a été ajoutée à mon dossier relatant une tentative de corruption. Les surveillants ont rapporté, par écrit, cet échange à leur supérieur. Monsieur Arnaud Bonvoisin, chef de la détention, lequel s'est empressé de faire une note au juge. Ces derniers tiennent leurs os. Ainsi, j'ai donc tenté de soudoyer un surveillant afin d'obtenir un téléphone dans l'évidente intention de contacter les plaignantes, de faire pression et de les menacer. Ahurissant. Cet incident et son interprétation pour le moins délirante sera l'un des motifs systématiquement invoqués par les juges pour justifier mon maintien en détention. Les victimes, se plaignant du fait que je les menaçais, il fallait donc, en me gardant en prison, les protéger de mes tentatives d'intimidation. Comme il n'y avait rien en ce sens dans mon dossier,
Pas le moindre indice ou la moindre preuve d'un message dans lequel je menaçais ou faisais pression. Cette note était une aubaine servie sur un plateau. L'extrapolation très libre des juges, farfelus ou grotesques, allait réapparaître à chacune des étapes ultérieures de la procédure, et ce, jusqu'au dernier refus du juge des libertés et de la détention en octobre 2018. Cette histoire serait drôle si elle ne révélait la mauvaise foi des juges et leur absence de scrupules pour justifier le maintien en prison d'un homme malade et dont tout dans le dossier prouve non seulement l'innocence, mais le mensonge de ses accusatrices. Je me demande aujourd'hui qui sont les plus à plaindre, des surveillants qui pitoyablement se surveillent les uns les autres, ou des 3 juges qui s'exposent sans gêne au ridicule en justifiant leurs décisions par des interprétations aussi grotesques. Lorsque mon avocat me lut la note des juges ainsi que les témoignages des 2 surveillants, je fus abasourdi. De qui se moquait-on ? J'ai appris à mes dépens que l'on ne plaisante pas avec n'importe qui, encore moins avec des surveillants de prison lorsqu'ils sont en couple. Si l'on peut comprendre et partager votre humour, l'autre est là pour le surveiller et rapporter ce qui pourra être considéré comme un écart. Mon trait d'humour, à l'évidence, était donc déplacé. À la suite de cet incident, j'ai demandé à être reçu par le directeur, M. Rayon, qui m'a convoqué assez rapidement. Il en avait bien sûr entendu parler. Il l'avait considéré pour ce qu'il était, une galéjade. Mais il me conseilla à l'avenir d'être plus prudent. On ne plaisante pas avec n'importe qui, monsieur Ramadan. Vous devriez le savoir. Étant en congé lorsque la note avait été transmise au juge, il ignorait qu'elle avait été ajoutée à mon dossier utilisé de cette façon. Il m'assura qu'il écrirait et appellerait la juge responsable de mon dossier pour lui faire part de son interprétation. Difficile de croire, selon lui, qu'un détenu ait demandé aussi bêtement à 2 surveillants de lui fournir un téléphone portable. Son témoignage n'a pas empêché Madame Camille Guillermet, la juge en charge de mon dossier, d'utiliser ce non-événement comme justification à mon maintien en prison. Plus tard, le même chef de la détention, M. Bonvoisin, enverra une note assez cocasse, informant les juges que ma femme avait tenté de pénétrer dans la prison avec une caméra cachée. Le jour du parloir, la BBC anglaise était venue faire une interview de ma femme et quelques prises de vue devant la prison, avec une grosse caméra professionnelle fort peu discrète. Les 2 journalistes de la BBC avaient d'ailleurs eu un entretien préalable avec les gardiens, lesquels leur avaient indiqué les règles et limites à respecter. Informés de cette note par ma famille, ils enverront une lettre à la prison et au juge en précisant ce qu'ils avaient fait et filmé, ajoutant qu'ils ne s'étaient pas même rapprochés de l'entrée des bâtiments. Madame Guillermet, une fois encore, n'hésita pas à avertir mes conseils qu'elle envisageait de retirer le droit de visite à ma femme sur la base de faits imaginaires et totalement inventés. Non contente d'avoir freiné toutes les autorisations de visite de ma famille pendant des mois et d'avoir refusé toutes celles de mes amis pendant près de 10 mois, petite note, à l'exception d'une de mes collègues d'Oxford, fin de la note. Elle envisageait maintenant, sur la base d'une note des plus saugrenues, de mettre un terme aux visites de mon épouse. Le ridicule le disputait à la malveillance et à la méchanceté. Le commissariat de police du 12e arrondissement de Paris avait convoqué ma femme et ma fille pour les entendre dans le cadre de l'affaire. Cela s'est passé juste avant que l'enquête ne soit confiée à la brigade criminelle. Avant de s'y rendre, elles consultèrent mon avocat qui les renseigna sur le déroulement de ce genre d'audition. Ce ne serait pas facile, et elles devaient s'attendre à des questions crues et déstabilisantes. Elles avaient aussi discuté avec un couple, Mohamed et Malika, qui les avait déjà beaucoup aidés et soutenus et qui connaissait les procédés de la police. Mohamed avait eu affaire à la justice et avait fait de la prison.
avant d'être incarcéré, il avait prévenu Malika. La police chercherait à le faire douter, à jeter l'opprobre sur son mari et à le salir, afin que, déçue ou dégoûtée, elle se résigne à le quitter et qu'elle finisse dans cet élan par révéler des secrets susceptibles d'être utilisés contre lui. En brisant leur confiance mutuelle et leur couple, la police espérait que sa femme le chargerait par vengeance ou par écœurement. Une technique rodée et bien connue dans le milieu. Il allait en être de même pour Iman et Mariam. Elles se rendirent donc à la convocation en s'attendant au pire. Elles furent servies. Une attitude agressive, des questions crues et indécentes, des sous-entendus malveillants pour ne pas dire insultants, et une volonté affichée de me salir aux yeux de ma femme. À les entendre, j'étais le pire des êtres. Ils n'hésitèrent pas à faire de même avec ma fille, sans respect, sans retenue ni humanité. À défaut de me briser, il fallait atteindre mes proches, les faire vaciller, espérer leur défaillance et souhaiter qu'elles m'accablent, emportées par un désir de vengeance, savamment éveillé et nourri. L'objectif était double. Incarcéré, il fallait encore que je me retrouve aussi seul et délaissé que détruit et anéanti. Le commissaire et ses adjoints savaient y faire et maîtrisaient leur sujet. Mariam refusa d'être malmenée et répondit avec fermeté, clarté et fierté aux policiers. Il en fut de même d'Iman, qui ne se laissa pas démonter, répondit ou ne répondit pas, selon la nature des questions, digne de bout en bout. À la fin de l'audition, insatisfaite de son déroulement, elle refusa de signer la retranscription de l'interrogatoire, comme le lui avait conseillé maître Bouzerou en pareil cas. Telle femme, tel mari, lui lança le commissaire. Il signifiait ainsi, en une formule, son mécontentement et, ce faisant, son échec. D'autres auditions eurent lieu dans ce même commissariat ou dans les locaux de la brigade criminelle. Des collègues, des connaissances ou des amis furent entendus. La méthode était toujours la même, déstabiliser la personne auditionnée, faire naître un doute et le cas échéant nourrir un ressentiment dans le but d'additionner les témoignages négatifs, les éléments à charge, les indices de violence, de pression ou d'emprise potentielle. Faute d'éléments corroborant l'image que l'on voulait donner de moi, il fallait s'efforcer de donner corps, même artificiellement, même en mentant aux témoins auditionnés, à la vérité qui confirmerait ma duplicité et ma culpabilité. À cette fin, tous les moyens étaient bons. Cette volonté de faire apparaître une vérité désirée permettait que l'on ignore certains principes de déontologie, afin que les témoignages viennent étayer des conclusions préétablies. Il s'agissait moins de manifestation de la vérité que de la confirmation d'une culpabilité décidée a priori. Les faits n'étaient intéressants que dans la mesure où ils confirmaient les charges. Je n'étais pas le premier à qui un tel traitement était réservé. Les livres d'avocats, célèbres ou non, regorgent d'histoires et d'affaires témoignant de tels procédés en France, en Europe, aux États-Unis et somme toute à travers le monde. Elles touchent le plus souvent les démunis, les minorités stigmatisées, les Noirs, les Arabes, les Roms, les immigrés ou les clandestins. Elles ciblent, bien sûr, et sans aucune pitié, les opposants politiques, les leaders d'opinion et les acteurs gênants de la scène politique ou intellectuelle. Rien de nouveau sous le soleil, sauf que, lorsque c'est vous qui êtes l'objet de ce traitement, broyé par cette mécanique malhonnête et sans âme, tout est nouveau, difficile, cruel et révoltant. À l'EPSNF de Fresnes, ma santé déclinait chaque jour davantage. Mon avocat avait demandé une nouvelle expertise médicale et les médecins tardaient à me rendre visite. L'une des psychologues de l'établissement, dès nos premières séances, me demanda si j'étais en colère. Innocent, déterminé, mais pas en colère, répondis-je.
En général, en prison, les innocents sont en colère. Tel fut son seul commentaire. Je l'ai regardé, surpris du caractère dogmatique, voire dangereux, d'une telle assertion. Je l'ai revu encore 3 fois par la suite. Puis, la responsable du pôle psychiatrie et psychologie me convoqua 10 jours plus tard pour m'informer que je n'aurais plus d'entretien avec cette psychologue, laissant entendre, en écho à ce qui se répétait dans la prison, que je n'en avais pas besoin, que j'avais une forte personnalité et que, peut-être même, je pratiquais l'hypnose. Je la regardais, incrédule et interdit. Je n'avais rien demandé. Ces séances avaient été organisées par son service. En outre, ajoutai-je, je me faisais une autre idée de la psychologie et des psychologues. J'étais stupéfait et amer de constater comme il est aisé de composer des portraits et de forger des représentations et des réputations dans les cercles fermés et sous influence, y compris parmi les psychologues dont la profession consiste pourtant à s'armer contre ces tentations. En prison, certains praticiens, et les psychologues ne font pas exception, sont les jouets du propos commun, des a priori médiatiques et des condamnations populaires, alors qu'ils devraient être là pour accompagner la prise de conscience, la guérison et la résilience, à l'écoute et sans jugement. Ce constat est en soi effrayant. Et c'est une preuve de plus que les sciences exactes ou humaines, lorsqu'elles sont au service d'une représentation tronquée du réel, d'une idéologie ou d'une prescription ou d'une perception négative de l'autre, peuvent justifier n'importe quoi, même le pire, au nom même du savoir, de l'expertise et de la science. L'objectivité des conclusions scientifiques est bien moins déterminante que la subjectivité idéologique de leur usage. Ce qui finit par compter, ce n'est pas ce que dit la science, mais ce que l'on en fait. De cet état de fait, j'allais avoir une seconde et édifiante illustration. Les 2 experts neurologues, le docteur François Chedru, ancien médecin des hôpitaux, et le docteur Olivier Gou, de la Fondation Rothschild, mandaté à la suite de la requête déposée par mon avocat, s'étaient enfin déplacés pour m'examiner dans ma cellule. Après avoir consulté mon dossier médical, ils procédèrent aux examens d'usage relatifs à la CEP et me posèrent quelques questions. Très vite, je sentis que leur décision était déjà prise. Non seulement il était évident qu'ils s'étaient mis d'accord avant d'entrer dans la cellule, mais leur connivence affichée ainsi que l'enchaînement de leurs questions et de leurs remarques ne laissait aucun doute sur leurs conclusions. Je leur posais à mon tour des questions précises sur le lien entre l'évolution de ma maladie et mon incarcération, sur la réversibilité ou non de mes symptômes, sur la dangerosité de prendre 12 médicaments par jour sans être assuré des conséquences et des effets secondaires, sur la prise en charge nécessaire à mon état, etc. Leur savoir scientifique devenait soudain très flou, nébuleux, incertain. Ils ne savaient pas. L'état de leur connaissance, entre guillemets, ne permettait aucune conclusion définitive, entre guillemets. Et compte tenu de l'évolution de mes symptômes, il était difficile de savoir de quel type de CEP j'étais atteint et ce dont je pouvais avoir besoin, etc. Nonobstant ces incertitudes scientifiques, il leur était néanmoins possible d'affirmer avec une objectivité non moins scientifique, et donc avec quelque certitude, que j'étais bien atteint d'une CEP, et qu'il n'y avait pas de seconde affection du type neuropathie périphérique, comme suggéré par les médecins qui me suivaient depuis des années, et que de fait, ma maladie était compatible avec la détention. J'étais en face de neurologues mandatés par des juges, et tout portait à croire que leur rapport avait surtout pour objectif de confirmer, au nom de la science, une décision déjà prise au nom du droit ou d'autres considérations. Ces mêmes neurologues sont revenus m'ausculter une seconde fois,
4 mois plus tard, alors que mon état s'était encore détérioré, afin de confirmer ou d'infirmer leurs précédentes conclusions. Ils constatèrent l'aggravation, usant systématiquement de formules ainsi tournées. Le malade dit que... Vous nous dites que... Doutait-il de mes douleurs, de mes maux de tête, de mes diesthésies, de mes crampes et de mes chutes? N'était-ce à leurs yeux que de l'ordre du ressenti? Ils me répondirent que non, mais qu'en l'état, ils n'avaient pas les moyens de vérifier scientifiquement mes affirmations. Ce que je relatais était subjectif, avec toute la latitude interprétative de ce mot. Et l'indiquer dans le rapport n'était pas une insulte. Subjective, ma douleur. Subjectif, mes maux de tête. Subjective, mes brûlures. Subjectif, les 12 médicaments que j'ingurgitais par jour. Subjective, mes chutes. Qu'en était-il des soins dont j'avais besoin et que l'on ne pouvait m'octroyer à l'EPNSF? Ma santé déclinante n'était-elle pas une preuve objective que j'avais besoin d'un traitement plus complet et mieux adapté? À ces questions, je reçus la réponse la plus sidérante qu'il m'ait été donné d'entendre de la part d'un médecin s'adressant à un détenu. « Monsieur, qu'auriez-vous de plus à l'extérieur que vous n'avez ici ?» Était-il possible d'entendre une telle aberration, une telle énormité de la bouche de 2 neurologues, a fortiori spécialistes de la CEP? Avais-je perdu la raison? Ou bien ces spécialistes, pour justifier mon maintien en détention, avaient-ils oublié les bases élémentaires du savoir médical? Car enfin, quel neurologue ignore que le stress carcéral est un facteur d'intensification de la CEP, que ses conséquences peuvent être irrémédiables et irréversibles et que l'aggravation des symptômes nécessite un suivi quotidien et spécifique qui ne pouvait manifestement pas m'être prodigué dans cet établissement? Quelle force de la nature ou du droit avait donc eu raison de l'intelligence et des connaissances de ces 2 neurologues? Je leur ai répondu sèchement. Ce qu'il me manque, mais messieurs, la liberté et le traitement médical qui va avec. Un étudiant en première année de médecine connaît le lien qui existe entre le stress, la pression et l'aggravation souvent irrémédiable de la CEP. Pas vous? Je n'ai rien ajouté pour ne pas laisser libre cours à ma colère. Ils tentèrent de se justifier tant bien que mal en s'efforçant de minimiser les conséquences de leur rapport d'expertise sur ma vie, marmonnant qu'ils n'étaient que médecins et que seuls les juges pouvaient décider de ma détention. J'avais compris qu'ils confirmeraient leur première décision. Ce fut bien le cas, mais ils rendirent un rapport dont on peut douter de l'objectivité médicale. Il est troublant de constater combien certains médecins experts, auprès des différentes cours, administratives, appels, cassation, etc., finissent, pour conserver leur statut auprès de l'État, par composer avec la déontologie médicale dans le but de satisfaire un mandataire dont ils connaissent les attentes. Je croyais naïvement que, pour le médecin, le malade est d'abord un être humain, une personne à respecter, à soigner, avant d'être un suspect, un coupable ou un condamné à juger. Certains médecins experts semblent pourtant déposer ou oublier leur serment à l'entrée des prisons, en même temps que leur téléphone portable et autres effets personnels. De nombreux juges leur en savent gré et ne manquent pas de les mandater à nouveau. Échange de bons procédés. Depuis mon arrivée à l'EPSNF, des rassemblements de soutien étaient organisés à 200 mètres de l'entrée des bâtiments, de façon régulière. Qu'il vente ou qu'il pleuve, de 30 à 50 personnes venaient réclamer ma libération. J'étais un prisonnier politique. On n'avait pas respecté la présomption d'innocence. Et cette affaire était destinée à me faire taire, à me salir
à me couper des musulmans et plus largement de ceux qui soutenaient mon engagement. Je n'entendais pas d'abord ces voix qui s'époumonaient dans le microphone car ma cellule donnait de l'autre côté, sur des champs. Je fus ensuite transférée dans un autre service et je pouvais désormais voir la rue menant à l'entrée de la prison. À travers les petits interstices de ma fenêtre, barreaudés, petite note, des claires-voies en béton constituées de toutes petits losanges sont ajoutés aux barreaux de la prison, ce qui est considéré comme illégal par le droit européen. La France n'en a cure et préfère payer des amendes que de considérer le bien-être des détenus, qui ne peuvent voir ni le paysage alentour, ni le ciel. Il est également défendu aux rayons du soleil d'entrer dans les cellules. Fin de la note. J'apercevais les banderoles et les manifestants qui, sans relâche, exigeaient que l'on me libérât. Ces soutiens et ces voix m'ont fait un bien fou. Ils me donnaient de la force et une énergie renouvelée. Ils m'encourageaient à ne rien lâcher. Ils dénonçaient l'injustice, invoquaient Dieu, psalmodiaient des prières. Je les écoutais, j'en pleurais parfois. Et j'y puisais autant de réconfort que de vigueur. Combien de fois suis-je revenue du parloir, les yeux noyés de larmes, la tristesse tenaillant mon estomac, en proie à une douleur sombre, tant nos séparations étaient difficiles. J'écoutais alors ces femmes et ces hommes qui savaient que je les entendais, qui me parlaient et qui ne lâchaient rien, ainsi qu'ils le clamaient. Un jour, au crépuscule, j'ai agité le bras derrière les barreaux pour qu'ils voient que j'étais là, que je les voyais, que j'étais debout. De l'extérieur, à la lumière de ma cellule, on pouvait deviner ma silhouette et mon mouvement. Ils me répondirent en criant de plus belle leur slogan habituel et ajoutant des messages personnels. Le directeur de l'EPSNF, M. Rayon, m'avait préalablement demandé d'intervenir pour que ces manifestations soient moins fréquentes et surtout moins bruyantes. Je l'avais informé que ni moi ni ma famille n'étions en contact avec les responsables de ces rassemblements. Le lieutenant Dignan, toujours très courtois, m'avait lui-même informé que ces derniers avaient consciencieusement demandé et reçu les autorisations requises. Ces rassemblements demeuraient, selon lui, très bon enfant. Le lendemain du rassemblement, durant lequel j'avais agité le bras, le directeur décida de me changer de cellule. On m'installa plus loin, dans le couloir, invisible pour les manifestants. Mais leur voix me restait audible. Ces femmes et ces hommes, petite note, ils étaient nombreux autour de Kadra, Rachid et François, dont on m'a ensuite parlé. Je les remercie tous, vivement. Leur présence m'a fait un grand bien et m'a donné beaucoup de force. Fin de la note. Ces femmes et ces hommes m'ont accompagné jusqu'à ma libération. Je leur dois beaucoup et je les remercie chaleureusement. Je n'oublierai jamais leur soutien, leur générosité et leur courage. Cette épreuve m'a permis de faire un tri. J'oublierai sans difficulté les peureux, les calculateurs et les lâches. Mais je resterai infiniment reconnaissant envers ceux qui ont fait montre de force et d'énergie, les téméraires et les fidèles. Ils m'ont offert de leur temps et de leur cœur. Ils ont donné à mon épreuve du sens et de l'espoir. Le nombre de ceux qui partent importe peu. Seul compte l'amour de ceux qui restent.